Donc cette fois-ci, on est remonté à une période encore plus ancienne, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, puisqu'on va arriver cette fois-ci à l'époque des mammouths. Là aussi, on n'y pense pas forcément, mais en Île-de-France, que ce soit dans le Val d'Oise ou en Seine-et-Marne, il y a 30 000 ans, il y avait des mammouths qui se baladaient un petit peu partout sur ce territoire. On n'en trouve pas beaucoup de traces. C'est vrai qu'on pense souvent à la Sibérie, les steppes. Mais il y en trouve évidemment beaucoup moins de traces que ce qu'on peut retrouver d'un mammouth en Sibérie. Celui-ci, Oui. Yakov, a été trouvé en Sibérie. L'original est conservé maintenant au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Comment vous dites qui ça? Yakov, c'est le nom qu'on lui a donné. Celui-là? Surnommé, tout à fait. Et juste en dessous, vous avez Félix. Ouais, c'est Ah, petit. le petit. Bah, il est bien conservé, Félix. C'est une reconstitution. Ah, c'est ouais, pas d'accord. le vrai Félix retrouvé en Sibérie. Mais effectivement, oui, il faut imaginer qu'il y avait ce type de mammouth qui existait en Île-de-France il y a à peu près 30 000 ans. Et ce qui a créé la motivation justement de cette nouvelle exposition sur le thème des mammouths, c'est, on peut dire, deux découvertes. Une découverte déjà un petit peu ancienne, car elle date de 2012. C'est la découverte de deux mammouths dans la vallée de la Marne, à Changis-sur-Marne, pas très loin de Meaux, dont vous avez un morceau reconstitué juste là-bas. Voilà. On pourra s'en rapprocher tout à l'heure. Ouais. Et la découverte aussi, plus récente, en 2017, d'un autre mammouth, un fragment de mammouth, découvert lui alors qu'on était en train de faire avant les aménagements du nouveau golfe de Roissy, qui doit ouvrir bientôt. On y a découvert un fragment d'omoplate de mammouth. C'est celui que vous avez ici. Donc, ce qui correspond à peu près à l'emplacement des épaules de ce pachyderme. Et donc, c'est cette découverte qui nous a incité à mettre en place cette exposition sur le thème des mammouths depuis le mois de janvier dernier, qui aura lieu jusqu'au mois de décembre. Et c'est une exposition en fait, qui avait déjà été créée par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, et qu'on a profité d'emprunter pour réactualiser avec leur partenariat, grâce aux nouvelles données qui ont pu être mises au jour depuis quelques années sur le thème des mammouths, à la fois sur les découvertes archéologiques, mais aussi sur tout ce qu'on peut savoir grâce sur la génétique du mammouth, puisque depuis 2008, on a réussi à connaître le plus précisément possible quel était le génome du mammouth. Et donc, du coup, grâce à ça, à savoir vraiment quelle était toute la vie toute était la santé et quelle était la vie du mammouth, donc il y a à peu près 30 000. Comment est-ce qu'on peut réussir à trouver des mammouths dans la région? Il ne faut pas imaginer qu'on les trouve toujours très faciles d'accès en donnant un rapide coup de pioche. En réalité, dans certains endroits, pour vraiment atteindre les niveaux de sol sur lequel vivait à peu près le mammouth, il faut creuser parfois très profondément. Et vous avez un exemple ici justement d'une très grande stratigraphie, comme disent les archéologues, c'est-à-dire que vous avez le niveau de sol actuel tout en haut, au niveau de la balle de golf qu'on retrouve, et pour réussir à trouver le niveau de sol à peu près, hein, c'est pas exactement le sol, mais à peu près le niveau où vivaient les mammouths, il faut descendre. On va évidemment trouver des traces beaucoup plus importantes des mammouths dans les endroits où ils ont vécu le plus longtemps, qui sont effectivement la Sibérie actuelle. Et c'est là-bas qu'on a pu trouver par exemple les restes du petit mammouth, du bébé mammouth même Dima, qui a été trouvé quasiment intact, dans le sens où on a pu retrouver à la fois sa peau, une partie de ses poils, et même aussi ses viscères, ses intestins, son estomac, et même le contenu de son estomac, puisqu'on sait comme ça qu'on a pu retrouver le lait maternel qu'il a pu téter encore sans doute quelques heures avant même de mourir, le pauvre. Mais parce qu'il était dans la glace. Il était emprisonné dans la glace, tout à fait. Aussi, du coup, grâce aux études des archéologues, on a eu même une idée assez précise de quel était l'environnement du mammouth, quels étaient les types de plantes qui existaient à son époque, quels étaient les animaux qui vivaient en même temps que lui. Et à quoi ressemblait cette végétation, comment il se déplaçait dessus. C'est là qu'on se rend compte que finalement c'était déjà une végétation qui, de nos jours, le biotope, l'environnement même du mammouth a disparu, n'existe quasiment plus sur Terre. Et ça explique notamment pourquoi il a disparu, sans doute. C'est-à-dire que tout ce qui permettait au mammouth de vivre dans sa vie quotidienne n'existe plus sur la planète Terre actuelle. Et on ne pourrait plus réussir à faire revivre un mammouth de manière naturelle. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui n'existe? Par exemple, c'est la présence de la nourriture principale du mammouth, c'est une
une herbe spécifique, qu'on voit encore de temps en temps, mais après plus rare dans ce qu'on appelle les paysages de steppe, de la toundra sibérienne. Et cette plante en quantité aussi importante que devait en avoir le mammouth, on n'en retrouve plus autant. Elle s'appelle comment? C'est stipa en fait, c'est une type de plante qui a donné le nom steppe. Et ça ressemble à quoi? C'est une grande plante, une grande tige en fait, que vous voyez évoquée en fait dans le paysage. D'accord. Et dont en fait le mammouth avait une consommation assez importante, puisque on le verra à la fin, il consommait à peu près 180 kg de cette plante tous les jours. Emprunté un certain nombre d'animaux naturalisés, notamment au musée de Grenoble ou encore au musée national de la préhistoire des Asies. Et comme ça donne une évocation des animaux qui vivaient en même temps que les mammouths. Et dont on a retrouvé aussi des ossements dans la région. Donc on sait qu'il y avait un certain nombre de rennes qui vivaient par chez nous, dont on a pu retrouver les bois. Donc ça, c'est une sorte de coque de... C'est un grand tétras. Un grand tétras, oui, voilà, c'est ça. Qu'on peut encore voir maintenant plutôt dans les Alpes, mais qui existait couramment à cette époque-là. Des chouettes arfans, des renards blancs, des marmottes. Ouais, des marmottes, oui, des loups, oui. Mais aussi, on a retrouvé à proximité du mammouth de Roissy des traces d'un mégacéros, un gigantesque renne, presque grand élan en fait, dont on a retrouvé parfois juste le fragment de ses os, au niveau de la jambe en particulier. Et ça, c'est quoi comme dent, ça? En fait, c'est juste une évocation rapide des différents ancêtres du mammouth, qui sont des ancêtres communs à celui de l'éléphant. Et donc, à chaque fois, on retrouve différents types de dents qui permettent de déterminer de quel type d'animal il s'agissait. Dans l'arbre phylogénétique, l'arbre des ancêtres du mammouth. En fait, le principe, c'est qu'ils ont normalement tous à peu près une trompe. Et après, effectivement, il y a plein d'espèces différentes. Le mammouth de Changy. Tout à fait. Voilà. En fait, il y a eu une découverte qui était beaucoup plus importante. Il y a plusieurs mammouths. Il y a 2 mammouths, si je ne me trompe pas, au minimum, qui ont été retrouvés sur place. Et quand on est retrouvé dans la vallée de la Marne, c'était la première fois qu'on faisait vraiment une découverte de l'archéologie contemporaine, sur laquelle on a pu établir tous les processus de recherche scientifique le plus poussés sur des nouveaux mammouths découverts en Île-de-France. Donc, grâce à ça, on a pu déterminer un certain nombre d'informations et on a pu réussir à trouver à proximité immédiate des traces d'occupation humaine. Alors, ça ne veut pas dire que les mammouths ont été abattus, tués par des hommes, c'est-à-dire qu'il y avait au même moment, à la même époque, des hommes qui vivaient dans l'environnement immédiat. Allez-y, je vous écoute. Et donc c'est une grande question qui se pose souvent, c'est est-ce que les hommes tuaient des mammouths? Est-ce qu'ils chassaient le mammouth à l'époque? Donc ça, c'est une question sur laquelle il y a toujours des controverses entre les scientifiques, sur savoir si, est-ce que véritablement, est-ce qu'on pouvait, des humains finalement assez de petite taille, assez isolés, pour réussir à chasser un animal aussi grand et aussi impressionnant. Et on pense qu'en réalité, il y avait sans doute assez peu de chasse du mammouth. Éventuellement des piégeages de temps en temps. Ça devait être difficile, ça devait être bien compliqué, d'autant plus qu'il faut imaginer que vous êtes amené à chasser un animal avec des armes en bois et en os et en pierre, dont vous devez réussir à transpercer l'ensemble des poils, l'épaisseur de la peau qui fait au moins 1 à 2 cm, et ensuite tout l'ensemble de sa graisse qui peut atteindre 10 cm d'épaisseur. Donc réussir à transpercer ça avec une sagaie, c'est un peu compliqué. Et donc, on pense qu'en réalité, il devait sans doute y avoir du charognage, c'est-à-dire tout simplement, on récupérait la viande du mammouth quand il était déjà mort. Qu'est-ce qu'on faisait avec du mammouth? Plein de choses. C'est ça qu'on présente dans la dernière partie de l'exposition. Déjà, on mangeait un peu de viande. Alors peut-être qu'on en mangeait. A priori, les analyses qui montrent qu'effectivement ça peut être une viande assez consommée dans certaines régions d'Europe. Puisqu'on peut réussir aussi à déterminer ça maintenant. On peut aussi sculpter ses os, fabriquer des objets de la vie quotidienne avec, mais aussi fabriquer des objets d'art. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre des objets les plus prestigieux de la préhistoire sont fabriqués justement en os de mammouth. Que ce soit la tête de la Vénus de Brassampouy, la Vénus de l'Esplugue, juste derrière, elles sont fabriquées justement
en os de mammouth et on a pu justement emprunter un os, une ébauche de sculpture en os de mammouth qui provient lui du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. C'est une sculpture inachevée. Voilà. Mais c'est un original.